Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 Week-end. Voici les titres de ce vendredi 2 juillet. Justement, ce vendredi 2 juillet, la première séance du Conseil régional d'Île-de-France avait lieu au siège à Saint-Ouen. À l'ordre du jour, l'installation des nouveaux conseillers et l'élection du président et des vice-présidents. Sans surprise, Valérie Pécresse a été renouvelée à la tête du Conseil régional. Nous ferons le point avec Jérôme Regnault, nouveau conseiller régional de la majorité, et nous écouterons aussi la réaction de l'opposition. Ensuite, côté loisirs, cette semaine avec Célia Gatsongo, nous irons visiter le centre d'entraînement pour chevaux de Maison Lafitte et nous vous présenterons également le programme de la 5e édition de l'événement Jardin ouvert en Île-de-France. Enfin, comme chaque semaine, Vincent Couronne, créateur du site internet Les Surligneurs, décrypte les déclarations des personnalités publiques et politiques. Aujourd'hui, focus sur la proposition d'exclure la Hongrie de l'Union européenne. Valérie Pécresse est donc élue présidente de la région Île-de-France. Comme vous l'avez entendu, c'est sans surprise et à une large majorité que Valérie Pécresse, présidente sortante, a été réélue à la tête du Conseil régional d'Île-de-France. Elle a obtenu 125 voix sur 137 suffrages exprimés. Une réélection qui a eu lieu ce vendredi 2 juillet lors de la séance d'installation des conseillers régionaux élus dimanche 27 juin dernier. Pour rappel, la liste de Valérie Pécresse était arrivée largement en tête lors des élections régionales récoltant 125 sièges, suivie par celle de l'Union de la gauche, avec à sa tête le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, 53 sièges. L'un des conseillers d'opposition de sa liste a d'ailleurs, Paul Vannier, apparenté à la France Insoumise, avait d'ailleurs soumis sa candidature à la présidence, obtenant seulement 12 voix. Enfin, le Rassemblement national et la République en marche avaient obtenu dimanche dernier respectivement 16 et 15 sièges pour la région. Lors de cette séance, les vice-présidents ont également été élus. Et parmi les nouveaux conseillers de la majorité, Jérôme Regnault, agriculteur et apiculteur dans les Yvelines, on retrouve Nicolas Dandry au siège de la région Île-de-France avec lui. Eh bien oui, Éléonore, je suis avec Jérôme Regnault, nouveau conseiller régional élu la semaine dernière dans la liste de Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. Alors, le vote vient d'avoir lieu. Valérie Pécresse vient d'être élue présidente de la région Île-de-France. Vos premiers sentiments dans cet hémicycle ? Sentiment évidemment de satisfaction après un beau parcours de campagne, même dans des conditions très particulières. Puis sentiment qu'on est cohérent en politique, qu'on a un bon bilan, qu'on le présente bien et qu'on a un projet ambitieux. Malgré le manque de participation, les gens l'ont massivement reconnu, notamment chez nous dans les Yvelines, son département entre guillemets permanent, mais aussi pour nous, colistiers des Yvelines, c'est une vraie fierté. C'est un tout nouveau mandat pour vous, c'est le premier mandat politique. Pourquoi vous vous êtes engagé ? Là aussi, de par le bilan, tout le travail qui avait été fait vis-à-vis de la ruralité, vis-à-vis des objets agricoles, et le côté ambitieux aussi des propositions à venir, c'est-à-dire avoir une vision assez large, pertinente, mais aussi réconciliée de l'agriculture en Île-de-France. Développer le local avec tout ce que ça comprend de la mise en place du bio dans nos régions pour nos spécialisés et également une vision économique et progressive des grandes cultures pour l'ensemble de mes collègues. Oui, parce qu'on le précise à nos téléspectateurs, vous êtes agriculteur sur le territoire de Plaisir. Pourquoi vous avez franchi le pas, disons, vous étiez engagé déjà dans les associations professionnelles des agriculteurs. Pourquoi avoir voulu s'engager politiquement ? Là aussi, c'est une question de cohérence, c'est-à-dire que je me retrouvais à la fois dans ce que la mandature précédente avait su faire pour accompagner les projets des agriculteurs, dans ce qu'on va proposer sur les 6 ans à venir, mais aussi ce côté ambitieux à chaque fois qu'on a eu besoin de faire appel à la région. Elle a été là pour pallier souvent l'absence de l'État sur de nombreux sujets. Donc je me retrouvais complètement. Je n'abandonne pas mon image professionnelle et le regard de mes collègues et je pourrais avec fierté les rencontrer demain vis-à-vis de ce qu'on va proposer en Île-de-France. Puis vous êtes un professionnel, donc qu'est-ce que vous souhaitez apporter ? Quelles idées vous souhaitez porter du coup ? On va essayer d'avoir des choses assez intéressantes, voire même novatrices, assez rapidement sur la commission ruralité et agriculture puisqu'ils vont fonctionner ensemble. Continuer d'accompagner l'ensemble des projets
que ce soit du financement de bâti, ce soit de la facilitation aussi de mettre en place ces projets. C'est pas tout le temps évident vis-à-vis de documents d'urbanisme assez drastiques dans notre département. Le schéma directeur de la région, le SDRIF, va être à réviser sur cette mandature. Là aussi, des choses très intéressantes à proposer sur la réalité. Pas le mot protection, parce qu'il ne faut pas mettre l'agriculture sous cloche, mais une vigilance particulière à ne pas manger du foncier agricole et naturel, tout en maintenant une possibilité de développer notre activité. La fibre politique, vous l'avez aussi dans le sang, puisque votre père, Joël Regnault, a été maire de Plaisir. C'est aussi ça, c'est porter aussi un engagement qui est déjà présent dans votre famille ? Oui, c'était pas l'ambition première, mais d'avoir ça un petit peu en soi, c'est sûr. Le goût de la chose publique, le goût d'être habitué à donner autour. Mais c'est relatif aussi au métier de l'agriculture, c'est-à-dire cette possibilité qu'on a de pouvoir s'entrevoir, s'entraider, de prendre du temps de famille et du temps privé aussi professionnel pour aider les collègues, pour les représenter. Ben, finalement, c'est ça de la politique. Un dernier mot ? Comment vous allez vous organiser, parce que vous gardez votre activité sur l'exploitation tout en ayant un mandat politique. Comment vous êtes organisé du coup ? Oui, on va concilier les deux. En premier chef, je reste agriculteur sur la commune de Plaisir. C'est comme tout, c'est une question d'organisation, de confiance dans des collaborateurs de qualité, 2 employés qui m'accompagnent sur l'exploitation. Et puis le rythme politique et agriculture se concilie à peu près, puisque à part aujourd'hui pour l'installation du conseil régional, globalement l'été, politiquement c'est un peu plus calme quand nous, on est vraiment en activité. Merci Jérôme Regnault. Merci. On va vous laisser retourner dans l'hémicycle puisque l'installation de la nouvelle mandature du conseil régional se poursuit. Et justement, du côté de la première opposition du conseil régional, l'Union de la gauche, Julien Bayou réagissait lui aussi au micro de Nicolas Dandry. Il est revenu sur son rôle dans l'opposition. Écoutez-le. Moi j'ai deux préoccupations. D'abord que ce mandat ne soit pas un mandat perdu pour le climat, pour les solidarités. On voit qu'il y a des problèmes de canicule. Valérie Pécresse n'a pas intégré la question climatique dans son logiciel. Nous serons là pour le lui rappeler. On a besoin que ce mandat ne soit pas perdu pour la génération qui vient. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est l'abstention qui est phénoménale parce qu'il y a une défiance. Je crois qu'on peut comprendre les électeurs, les électrices qui ne se sont pas déplacés. Ils n'ont pas compris les enjeux du scrutin, ou ils n'en avaient rien à faire, ou ils n'y ont pas cru. Beaucoup de bonnes et de mauvaises raisons. Le rôle d'un élu régional, c'est justement de tenter de donner tort, de montrer qu'on peut agir dans l'institution, en dehors, dans une démocratie en continu. On sera au service de ses électeurs, y compris ceux qui n'ont pas voté pour nous. L'enjeu pour nous, c'est rappeler l'urgence d'agir sur le climat et les solidarités. On l'a vu pendant la crise sanitaire, il y a un enjeu d'inégalité, de lutter contre les inégalités, d'anticiper. De prévoir la région Île-de-France à 2030, à 2040, pour la génération qui vient. C'est ça l'opposition que nous incarnerons. Et plus de détails seront à retrouver dans le 7-8 journal lundi 5 juillet à 18h en direct, présenté par Grégory Canalet. À présent, retour en 78 secondes sur l'actualité de la semaine dans les Yvelines avec Mélanie Poquet et Juliette Prigent. Quatrième édition de Choose France. Lundi 28 janvier, le sommet initié par le président de la République a réuni près de 150 dirigeants de grands groupes étrangers et français. Faciliter la mise en relation producteurs et consommateurs, la Chambre d'agriculture d'Île-de-France a lancé sa carte interactive où les professionnels sont référencés en fonction de leurs produits et de leur localisation. Dans moins d'un mois, ce sont les Jeux Olympiques. Près de 11 000 athlètes vont se rassembler à Tokyo. Parmi eux, plusieurs Yvelinois, qu'ils soient triathlètes, judokas, cyclistes ou encore boxeurs, comme Maïva Amadouche, boxeuse licenciée à Elancourt. Après les 2 tours d'élection, le temps de l'installation, ce 1er juillet, le conseil départemental a élu sa présidence. C'est sans surprise Pierre Bédier qui reste à la tête de l'instance. 12 vice-présidents ont aussi été nommés. 2 ministres dans les Yvelines. Jean Castex s'est rendu à Jambeville pour rencontrer plus de 150 jeunes engagés dans un SNU, Service National Universel. Jean-Baptiste Djebari était lui en déplacement dans l'entreprise Colas à Manille-les-Hameaux. Enfin, le rapporteur public du Conseil d'État a demandé l'annulation des élections municipales à Trappes, mais sans requérir d'inéligibilité pour le maire, Génération Ali Rabet. La décision finale du Conseil d'État sera prise d'ici 2 à 3 semaines.
Après une semaine bien chargée, quoi de mieux que de se détendre le week-end? Comme chaque vendredi, Célia Gatsongo vous propose ses idées sorties et loisirs. Cette semaine, nous allons vous présenter le seul centre d'entraînement pour chevaux de course d'Île-de-France situé à Maisons-Laffitte. Une visite unique vous attend ce samedi 3 juillet puisque l'établissement ouvre exceptionnellement ses portes au public. Piste, écurie, chevaux, vous pourrez découvrir les lieux et parler avec les entraîneurs. Un reportage de Juliette Prigent. Habituellement fermé au public, le centre d'entraînement pour chevaux de course de Maisons-Laffitte ouvre samedi matin ses portes. Par petits groupes de 15 personnes, vous pourrez découvrir les 60 hectares et plusieurs kilomètres de pistes, propriété de France Gallo. Le centre d'entraînement n'est pas ouvert au public puisque, comme vous le voyez, avec les chevaux qui évoluent autour de nous, on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui déambulent comme ça sur ces lieux. Donc l'Office du tourisme organise des visites encadrées par des professionnels du monde des courses. Ils peuvent voir le travail des chevaux le matin et ensuite ils ont une visite d'écurie pour pouvoir discuter avec l'entraîneur et voir comment s'organise le travail et comment s'organise la vie de l'écurie. Près de 500 chevaux de course s'entraînent ici tous les jours. Ils sont montés par ce qu'on appelle des lades, les cavaliers qui s'occupent d'entraîner les chevaux pour les jockeys. En fait, les chevaux sont des athlètes, comme vous pouvez l'imaginer, donc qui ont un programme de course. Et donc ils sortent effectivement tous les jours, samedi et dimanche compris, jour férié. Il n'y a pas de repos pour les chevaux de course et leurs entraîneurs et le personnel qui gravitent autour. Ce centre d'entraînement est le seul en Île-de-France pour les chevaux de course de galop. Une opportunité unique donc de découvrir cet environnement très important à Maisons-Laffitte. Je pense que pour des gens qui habitent à Maisons-Laffitte, je pense qu'il y a des gens qui habitent dans la partie ville et non pas dans le parc, qui ne se rendent pas forcément compte de ce que représente le cheval à Maisons-Laffitte. Et je pense que c'est une bonne opportunité de découvrir notre centre d'entraînement et même pour les communes avoisinantes. Une visite est organisée ce samedi 3 juillet à 9h. Une autre date est aussi proposée le 31 juillet prochain. Ce week-end, plusieurs animations nocturnes ont lieu dans les Yvelines. Astrid Bergère, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous présenter 3 événements incontournables. Exactement, Célia. Le premier a lieu au domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Il s'appelle Opéra en plein air. On écoute la directrice des opérations. Opéra en plein air, c'est un festival d'art lyrique dont le but est de sortir l'opéra des grands théâtres. Ce week-end, nous représentons Madame Butterfly dans le domaine national de Saint-Germain-en-Laye, dans un domaine qui est incroyable, magnifique. Un village de bars et de food trucks sera ouvert à partir de 18h30 et le spectacle commencera à 20h45. Et les enfants ne sont pas en reste, Célia. L'après-midi à 16h, un opéra réservé aux plus jeunes sera joué. Il s'appelle Piccola Opera. Il est possible de prendre ses billets en ligne ou sur place. Et on part maintenant à Rambouillet, hein, Astrid. Et oui, du côté de la forêt de Rambouillet, dans le cadre de la 3e édition du festival de cinéma Branche et Ciné, un film sera projeté à partir de 22h30 sur un écran géant. Et cette année, c'est le cinéma et les forêts du continent africain qui sont mis à l'honneur. Alors c'est une expérience assez originale parce que c'est en extérieur et au milieu de la faune et la flore. C'est le film Drôle d'oiseau qui sera diffusé. Et des animations auront d'ailleurs lieu avant la diffusion du film, donc de 18h à 22h. Et j'ajoute que la projection du film est gratuite, mais qu'il faut s'inscrire. Les informations sont à retrouver sur le site de l'espace Rambouillet. Et qu'est-ce que l'on peut faire du côté de Versailles? Alors, tout le mois de juillet, le potager du roi accueille l'Idéal Festival. C'est un festival, bien sûr, une série de concerts, il y en a 37, qui sont donnés surtout pour encourager les jeunes talents qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. J'ai pu convaincre certains grands noms consacrés déjà, qui se sont aussi proposés spontanément, comme Gérard Depardieu, Carla Bruni, Fanny Ardant, de se mêler à cette musique classique pour que leurs concerts soutiennent les cachets de ces jeunes musiciens qui viennent de France et d'Europe. Et ce samedi 3 juillet à 19h, il y aura un duo piano-violon de 2 artistes russes. Et à 21h, Carla Bruni se produira sur scène, accompagnée d'un sextuor à cordes. La réservation est obligatoire sur le site de l'Idéal Festival du Potager du Roi. Merci beaucoup Astrid pour toutes ces idées.
Fêter la nature et la culture. Jardin ouvert revient pour une nouvelle édition estivale du 3 juillet au 29 août. La région Île-de-France, organisatrice de l'événement, proposera des centaines d'animations et d'ateliers culturels et éducatifs dans plus de 200 espaces verts. Éric Gross, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la culture de la région Île-de-France. Alors, Jardin ouvert a pour objectif de faire découvrir le patrimoine naturel de façon insolite, hein, c'est bien ça? Absolument. Bonjour. Écoutez, pour vous parler de Jardin ouvert, de cette 5e édition, je me suis installé sur une des terrasses végétalisées du siège de la région Île-de-France à Saint-Ouen. C'est très beau et il y a du soleil et j'espère qu'il y en aura ce week-end effectivement pour l'ouverture de Jardin ouvert. Qu'est-ce que c'est Jardin ouvert? Du 3 juillet au 28 août, c'est une opération destinée à offrir aux Franciliens une respiration en les invitant à découvrir ou à visiter les jardins de leur territoire. Plus de 200 jardins qui seront ouverts pendant toute cette période, 3 juillet, 28 août, presque 2 mois. 200 jardins et 350 animations. Alors, vous savez, la région Île-de-France, 12 millions d'habitants, 12 000 km², c'est une région très dense, très urbanisée. C'est aussi une région très verte. 78% de la surface de l'Île-de-France, ce sont des espaces naturels, des espaces agricoles ou forestiers, et aussi des jardins, des parcs. Et c'est ça que l'opération Jardin ouvert voudrait inviter les Franciliens à découvrir. Et c'est aussi de ça que nous voulons les inviter en quelque sorte, à profiter, à se délecter. Et alors, quels sont les lieux yvelinois, du coup, que l'on peut retrouver? Il y en a beaucoup. Il y a évidemment le potager du roi à Versailles, la bergerie nationale de Rambouillet, le parc du château de Monte Cristo, le parc du domaine de Saint-Germain-en-Laye, le parc du domaine royal de Marly, les granges de Port-Royal, mais également le jardin de la maison Jeanne et Léon Blum à Jouy-en-Josas, ou le magnifique désert de Retz à Chambourcy. Je ne peux pas les citer tous, mais l'Yvelines fait effectivement partie des départements, je dirais, assez privilégiés sur le plan des espaces verts et des jardins. Alors, il y aura 2 temps forts qui marqueront l'événement, donc le week-end de clôture et le week-end, bien sûr, de lancement. Donc, qu'est-ce que l'on pourra découvrir le 3 et 4 juillet prochain dans les Yvelines? Tous les lieux que je viens de citer, effectivement, avec de la musique classique, du baroque, de la sculpture. Moi, je vous invite vraiment à investir tous ces espaces et tous ces jardins. Ce que vous êtes sûr d'y trouver, plus pendant ces 2 week-ends de fermeture, peut-être que dans la période qui va les séparer, c'est beaucoup de théâtre, de poésie, de lecture poétique, de musique, encore une fois classique ou moderne, et en particulier dans les lieux que j'ai cités, dans les Yvelines, parce que c'est un peu la terre de cette musique, beaucoup de baroque. Alors, il y aura un grand concours de photos qui est également organisé autour de la thématique de l'arbre. Comment on peut y participer? Alors, c'est très simple. C'est effectivement un concours autour de la thématique de l'arbre. Donc, à l'occasion de vos visites dans ces jardins, dans ces espaces, vous êtes, chaque Francilien, chaque visiteur sera invité à photographier ce qui lui semblera relever de la thématique de l'arbre, son entourage, sa floraison, sa feuillaison. Et tout ça jusqu'au 14 juillet. Et il suffit de se rendre pour avoir tous les renseignements sur la plateforme, enfin sur le site de la région, île-de-france.fr, dans le tiret Jardin ouvert. C'est organisé avec la plateforme WePlay. C'est très simple d'usage. Très bien, eh bien, c'est noté. Merci beaucoup Éric Gross d'avoir été notre invité. Je vous en prie.
Et pour finir cette page loisirs, je vous propose 2 idées de sortie pour ce week-end avec la Nuit européenne des musées qui revient pour une 17e édition. À cette occasion, le château de Versailles propose une découverte d'un endroit exceptionnellement ouvert au public, ses écuries. 2 lieux rares sont à visiter, la galerie des sculptures et des moulages et la galerie des carrosses. Rendez-vous donc samedi 3 juillet de 19h à minuit. Venez faire une bonne action ce week-end lors de la traditionnelle foire aux livres et jouets au Clé-sous-Bois. Organisée par l'Association pour la lutte contre les maladies génétiques, tous les bénéfices seront directement reversés à l'AFM Téléthon en décembre à l'occasion de la 35e édition du Téléthon. Cette foire est organisée en plein air à l'école Marcel Pagnol de 10h à 18h samedi 3 juillet et de 10h à 13h dimanche 4 juillet. Et l'émission continue avec Éléonore pour parler de l'actualité. Pour refermer ce 7-8 week-end, comme chaque semaine, votre rendez-vous en partenariat avec les surligneurs. On écoute Vincent Couronne, docteur en droit à l'Université Versailles-Saint-Quentin et fondateur des surligneurs. Peut-on expulser la Hongrie de l'Union européenne? La question est de plus en plus pressante à mesure que le Premier ministre hongrois s'éloigne lui-même de ce qui fait les valeurs de l'Union, tolérance et non-discrimination. Or, avec sa loi anti-propagande des LGBT, Viktor Orban est sérieusement en train de fâcher toute l'Europe. Mais peut-on pour autant mettre à la porte cet État d'Europe centrale qui n'en fait qu'à sa tête? La philosophie de la construction européenne, c'est une construction justement et non une déconstruction. Depuis 1957 et le traité de Rome qui fonde la communauté économique européenne, les gouvernements des États membres ont tenu à mentionner qu'ils sont déterminés à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. C'est présent dans le préambule des traités. C'est pour cela qu'on parle d'intégration européenne. C'est en quelque sorte un processus à sens unique. Sauf à faire comme les Britanniques, qui se refusant à participer à ce processus d'intégration, ont décidé d'eux-mêmes de quitter le club. Il y a donc un moyen de sortir, et cela depuis le traité de Lisbonne en 2007. Mais, et ce n'est pas qu'une nuance de style, cette sortie se fait à l'initiative de l'État, et donc pas de l'Union européenne. Il faudrait user de tout son poids diplomatique pour forcer un État à déclencher la procédure de sa propre sortie, en le menaçant, en l'humiliant, en le placardisant jusqu'à ce que, de guerre lasse, il s'en aille, ou bien jusqu'à ce qu'une nouvelle majorité arrive au pouvoir et se réconcilie avec ses voisins. Donc, une fois qu'on est entré dans l'Union, on ne peut plus vous mettre à la porte, mais on peut tout à fait vous montrer où elle se trouve. C'est déjà la fin de votre 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, passez une bonne soirée et un très bon week-end.